Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de notre conférence sur le sujet ô combien sensible et prioritaire et ô combien relégué sine die de la santé du dirigeant. Je vous propose d'aborder ce thème sous l'angle d'une vulgarisation scientifique accessible à tous, sous l'aspect de l'innovation également, et enfin au contact de solutions pouvant immédiatement être mises en place. Mais tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle David Jerusalska et je suis un serial entrepreneur dans le domaine de la santé et du bien-être depuis 30 ans. J'ai débuté mon activité professionnelle en tant que médecin généraliste avec une orientation homéopathie-acupuncture. Une activité intense où chaque semaine, à raison de 80 heures, j'accompagnais chaque patient à vivre mieux. Mais au-delà de cette effervescence, j'ai pris conscience, après quelques années d'exercice, qu'il me manquait une dimension à mon épanouissement professionnel. Le lien corps-esprit était insuffisamment pris en compte dans la gestion des maladies et cela finissait par diminuer ma joie d'exercer. J'ai donc décidé de développer une expertise autour des somatisations. Quelles sont les somatisations? Lorsque l'esprit n'arrive pas à dire les choses avec ses mots à lui, MOTS, le corps va dire les mêmes choses avec ses mots à lui, MAUX. J'y ai associé une méthode de développement personnel, de gestion des émotions et d'optimisation de ses propres talents. Car nous avons tous des capacités insoupçonnées. Elles restent dans l'ombre et l'inconnu tant que nous ne sommes pas en mesure de dépasser nos freins, nos peurs, nos croyances limitantes. J'ai donc arrêté l'exercice de la médecine traditionnelle pour me consacrer uniquement à cette activité de créateur d'art de mieux vivre. J'ai accompagné des centaines de personnes à construire leur vie, des enfants, des adultes, des sportifs, des chefs d'entreprise, en vue de l'amélioration de leur quotidien. Pour une vie plus épanouie, pour un challenge professionnel, pour un objectif d'entraînement, pour une réorganisation de leurs priorités de vie, pour tout simplement se trouver de façon authentique et libérer la pleine puissance de leur potentiel. Et puis, accompagné de ma créativité naturelle et débordante, j'ai voulu amplifier cette dimension d'échange et permettre au plus grand nombre de se poser les bonnes questions sur le sens de leur vie, autour de ce qui me paraît être l'essentiel, un esprit sain, un corps sain, un sens de vie éclairé. Alors, j'ai fondé Alphazur. Alphazur est un réseau social éthique basé sur le partage de la connaissance, où chacun peut apporter son expertise, accueillir celle des autres, autour des valeurs de respect mutuel qui fondent la cohérence des échanges. Alphazur se veut aussi être un facilitateur de compréhension des différentes évolutions sociétales et, à travers la communauté Alphazur, permettre à chaque personne de trouver ses propres clés pour devenir la meilleure version de soi. Ce qui fait de mon parcours une hybridation professionnelle extraterrestre grâce à l'association de la science et de l'esprit entrepreneurial. Alors, petite question pour commencer. Pouvez-vous me donner votre définition de la santé? En règle générale, la réponse habituelle est la suivante. Être en bonne santé, c'est avoir un bon médecin pour pouvoir être guéri toutes circonstances. Ok. Aussi, je me permets de vous rappeler la définition de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité et représente l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, ses conditions économiques ou sociales. Cette définition, inscrite au préambule de la Constitution de l'OMS en 1946, n'a pas été modifiée depuis. Elle implique la satisfaction de tous les besoins fondamentaux de la personne, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels. Je vous propose donc de traverser le miroir pour découvrir les origines de la santé du dirigeant depuis le cœur de la vie entrepreneuriale jusqu'aux confins de notre environnement professionnel. Mais avant toute chose, en tant qu'optimiste irréductible, il vaut mieux être optimiste irréductible quand on est dirigeant, n'est-ce pas? Connaissez-vous la principale cause d'altération ultime de la santé? En d'autres termes, savez-vous quelle est la première cause de mortalité du dirigeant? En règle générale, j'entends en priorité le tabac, l'alcool, les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. Vous avez tous raison dans l'absolu. Mais il y a une cause encore plus importante. C'est notre mode de vie. Oui, vous avez bien entendu, chaque dirigeant creuse sa tombe chaque jour un peu plus en fonction de son mode de vie. Délétère. Ça vous étonne? Vraiment? Je vous emmène découvrir la source de cette évidence ainsi que les solutions adaptées. Je vous propose donc de partir en voyage.
en voyage avec les plus fins limiers, Sherlock Holmes, Indiana Jones, Dr Schweitzer, et aussi notre agence touriste, l'Observatoire à Maroc, Olivier Torres, et moi-même. Nous emmenons avec nous notre guide exclusif, l'épigénétique, en route pour une formidable aventure. Ah oui, évidemment, je vous présente l'épigénétique qui ne nous quitte plus. Chacun d'entre nous connaît la génétique, les chromosomes, l'ADN. Ok. Chacun d'entre nous a le même génotype, 46XX pour les filles, 46XY pour les garçons. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une race humaine. Pour mémoire, le génome correspond à l'ensemble de l'information génétique d'un organisme contenu dans chacune de ses cellules sous la forme de chromosomes. Le support matériel du génome est l'ADN. Cet ADN est constitué d'une séquence de 3,2 milliards d'acides nucléiques. Je n'entrerai pas dans les pathologies chromosomiques qui se rencontrent telles que les trisomies, les anomalies structurelles ou les mutations. L'origine parfois de conséquences très graves. L'épigénétique est ce qui est au-dessus de la génétique. C'est-à-dire ce qui va modifier l'expression de certains gènes, mais en aucun cas sa structure. L'épigénétique correspond à la science qui étudie les facteurs environnementaux aboutissant à la modification de l'expression des gènes, ici représentés sous la forme de la flèche rouge, ainsi qu'aux solutions que nous pouvons y apporter pour optimiser le fonctionnement de nos gènes, c'est la flèche bleue. Même si l'épigénétique n'est pas encore connue de tous dans le grand public, elle est la référence dans le monde scientifique depuis déjà de nombreuses années. Sachez que le prix Nobel de chimie 2015 a récompensé 3 chercheurs en épigénétique qui, indépendamment, ont étudié la boîte à outils des cellules permettant de réparer l'ADN endommagé. Il s'agit du Suédois Thomas Lindahl, de l'Américain Paul Modrich et du Turco-Américain Aziz Sankar. La plupart d'entre nous a vu le film « La vie est un long fleuve tranquille » et a pu constater que le développement de chaque individu est directement en lien avec l'environnement dans lequel il évolue. Eh bien pour le dirigeant d'entreprise, c'est exactement la même chose. Il va vivre et s'épanouir en fonction des spécificités environnementales qui codifient son quotidien ou sombrer pour les mêmes raisons. Un bon exemple de l'épigénétique sur le développement de la vie est celui des abeilles. Lorsque les abeilles se nourrissent de pollen, elles sont ouvrières. Par contre, lorsqu'une abeille reçoit de la gelée royale comme nourriture, alors elle devient reine, vit nettement plus longtemps et pond des œufs. Et pourtant, elles ont le même patrimoine génétique. Seule la nourriture et les mécanismes induits ont fait la différence. Je développe donc le concept de santé augmentée, car je pense sincèrement que le fait de considérer que notre salut passe uniquement par la guérison est une posture contre-productive, comme on dit. Au contraire, notre dynamique d'épanouissement passe par la prévention santé. C'est cela que je mets en avant de façon cruciale à travers la dynamique de santé augmentée. Cela permet de cultiver toutes les meilleures façons de vivre pour aboutir à l'optimisation de notre fonctionnement cellulaire et lutter contre le vieillissement, contre la perte de nos capacités et aussi contre la disparition de nos facultés. Avec, de façon simultanée, une attention particulière portée à notre environnement. Ok, sur le papier, ça paraît évident. Mais en quoi la façon de vivre du dirigeant influe-t-elle sur sa santé ? Et donc, sa performance, son efficience, sa capacité à transmettre son énergie au reste de sa société ? Bonne question. En route pour les explications. Je vous emmène au cœur de votre intimité, là où tout commence, la cellule du dirigeant. Elle vous plaît ? Je la trouve pas mal, et vous ? La fonction d'une cellule est de remplir sa mission de la façon la plus efficace possible. Pour ce faire, elle utilise l'énergie que sa propre centrale met à disposition. Cette centrale, dédiée à chaque cellule, s'appelle la mitochondrie. Toute sa vie, la mitochondrie produit de l'énergie, comme les shadocks. Et pour produire de l'énergie, elle utilise tous les ingrédients dont elle a besoin en permanence et que l'on importe par le sang. À savoir l'oxygène, les nutriments, les vitamines et les minéraux issus de l'alimentation. En fonction de leur qualité, elle produira une énergie plus ou moins importante. Voilà un atome épanoui. Mais surtout, ce processus créera aussi des déchets. Ces déchets sont hautement toxiques pour l'organisme. Ce sont les radicaux libres. Car contrairement aux molécules constitutives de notre organisme qui sont stables, les radicaux libres sont instables. Il leur manque un électron. Et ils n'auront de cesse d'aller arracher un électron à toutes les structures adjacentes, les membranes cellulaires, les composants intracellulaires et surtout l'ADN au cœur de la cellule, entraînant alors une altération gravissime des fonctions cellulaires avec un vieillissement extrêmement important à la clé. Ce phénomène s'appelle le stress oxydatif.
En tant que dirigeant d'entreprise, notre corps, en lien avec notre esprit, est constamment sollicité, y compris durant notre sommeil. Je ne vous apprends rien, nous avons appris à fonctionner 24 heures sur 24 depuis longtemps. Concrètement, au cours d'une journée, voici ce qui se passe dans notre corps. 26 000 respirations, soit 12 000 litres d'air, 100 000 battements cardiaques. 7 secondes suffisent pour avaler notre nourriture. 1,5 litre de salive est sécrétée chaque jour. 1,5 litre d'urine est éliminé. Et ne me dites pas que l'urine, c'est de la salive. 1 litre d'eau est éliminé par les poumons et l'épiderme. Nos yeux clignent 20 fois par minute, soit 28 000 fois par jour. Chaque seconde, près de 2000 cellules meurent naturellement dans le corps d'un adulte, soit 50 à 70 milliards par jour. Ne vous inquiétez pas outre mesure, d'autres sont créées dans le même temps. Nous perdons entre 50 et 100 cheveux. Dès 20 ans, nous perdons 10 000 neurones par jour, puis 50 000 à partir de 40 ans. Heureusement que nous pouvons en créer d'autres en stimulant nos fonctions intellectuelles. 12 000 à 60 000 pensées traversent notre esprit. 1400 neurones sont renouvelés dans l'hippocampe. Son rôle est essentiel dans la mémoire et la vision dans l'espace. Chaque nuit, nous nous retournons environ 40 fois. Les principales dépenses énergétiques sont les suivantes. Activités musculaires et intellectuelles. Toutes ces activités énergétiques correspondent au métabolisme de base. Pour un homme de 50 ans, 1m75-70 kg, 1600 calories par jour sont dépensées. Pour une femme de 50 ans, 1m65-60 kg, 1300 calories par jour sont dépensées. Avec à la clé tous les radicaux libres. On considère qu'une cellule subit dans ses conditions de base environ 10 000 attaques de radicaux libres par jour. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez aussi facilement compris que l'environnement immédiat du dirigeant d'entreprise va lui aussi directement influer sur le bon fonctionnement de ses propres cellules, dès lors qu'elles vont devoir éliminer un certain nombre de toxines supplémentaires issues de ces contacts répétés, ingérés, inhalés et nécessitant leur élimination. Les sources de radicaux libres fréquemment rencontrées et mises en évidence par l'épigénétique sont les suivantes. Les produits chimiques en général, le stress émotionnel, la fatigue, le manque de sommeil, les diverses infections, les blessures, les écarts marqués de température, les radiations, les boissons gazeuses à base de caféine, la fumée de tabac, l'air pollué, l'eau polluée, l'alcool, le café, le thé, les acides gras, surtout monoinsaturés, les brûlures de la peau par les rayons solaires ou les rayons ultraviolets en général, les rayonnements des appareils électroménagers, les rayons X, les radiations cosmiques, les radiations nucléaires, les pesticides, la plupart des additifs alimentaires, en particulier les agents de conservation et les colorants, les perturbateurs endocriniens. Les conséquences sur la santé du dirigeant sont graves et multiples. Maladies liées à la baisse de l'immunité, virus, allergies, maladies auto-immunes, certains diabètes ou pathologies de la thyroïde ou maladies rhumatismales. Les maladies de la dégénérescence, cancer et sclérose, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Les maladies cardiovasculaires, infarctus, hypertension, pathologie rénale, augmentation du cholestérol, des triglycérides, plaques d'athérome, varices, maladies de Raynaud. Les maladies rhumatismales, l'arthrose, l'ostéoporose. Maladies de la peau, eczéma, psoriasis, acné, vieillissement, rides, perte d'élasticité, les dysrégulations hormonales chez la femme, syndrome prémenstruel, mastose, cellulite, fibrome, les maladies urologiques, cystite, prostatite, néphrite, les maladies du système nerveux, Alzheimer, Parkinson, dystonie neurovégétative, anxiété, angoisse, insomnie. Les troubles du poids, l'asthénie chronique, les maladies ophtalmologiques, la cataracte, les atteintes rétiniennes. Par ailleurs, les travaux de Deborah Burchis, unité INSERM 934 du CNRS, tentent à prouver que le rôle de l'épigénétique est soupçonné et très étudié dans le développement et la progression de maladies complexes et multifactorielles comme les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, maladie de Huntington, ou métaboliques, obésité, diabète de type 2. De nombreuses études épidémiologiques suggèrent en outre l'existence de liens entre diverses expositions au cours de la vie intra-utérine, voire dès la fécondation, et la survenue de maladies chroniques à l'âge adulte. Cet espace-temps est appelé l'exposome. L'épigénétique pourrait expliquer des liens. Des erreurs épigénétiques intervenant au cours du développement embryonnaire peuvent par exemple conduire à la formation d'un nombre insuffisant de néphrons. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein qui filtre le sang et élabore l'urine. Chaque rein en renferme environ 1 million. Un néphron est composé de 2 éléments principaux, le glomérule rénal et le tube rénal. Cela concerne aussi les cellules bêta du pancréas, conférant un risque accru d'hypertension ou de diabète à l'âge adulte.
Une hypothèse qu'il reste à confirmer en mettant en évidence les changements épigénétiques associés. De la même manière que l'on sait aujourd'hui obtenir la séquence d'un génome complet, il est aussi possible de connaître l'ensemble des modifications épigénétiques qui le caractérisent. On parle alors d'épigénome. C'est ce type d'approche globale et non biaisée qui permettra de mieux appréhender l'implication de l'épigénétique dans les maladies humaines. Concernant le stress chronique, l'impact sur le cerveau est particulièrement important. Le stress peut altérer le fonctionnement du cerveau à travers l'augmentation de la sécrétion d'hormones telles que le cortisol, en particulier en modifiant le rôle de certaines cellules cérébrales qui se regroupent sous le terme de la glie. Cette glie a pour fonction de mettre en œuvre des processus de soutien et de nettoyage des cellules nerveuses. Le cortisol altère le fonctionnement de ces cellules ainsi que celui des neurones. Ce qui aboutit à une difficulté de connexion des uns par rapport aux autres. Le stress chronique entraîne une modification des capacités attentionnelles et de concentration surtout, ainsi que de l'efficience de la mémoire de travail et de notre aptitude à effectuer les tâches quotidiennes. À plus long terme, le stress chronique associé ou non à des phénomènes dépressifs pourrait être, selon les dernières avancées scientifiques, un facteur de risque de la survenue de la maladie d'Alzheimer. Ceci dit, les neurones ne sont pas endommagés de façon irréversible. Dès lors que le stress chronique est géré, son impact disparaît et le cerveau va régénérer nos capacités intellectuelles et émotionnelles. La gestion du stress aboutit à la diminution du taux de cortisol sanguin. C'est déjà pas mal, me direz-vous, comme tableau de décrépitude. Mais il y a pire encore concernant la santé du dirigeant et son équilibre épigénétique. Dans le cadre des travaux effectués par messieurs Thomas Lechat et Olivier Torres en 2015, Olivier Torres, que je remercie pour ses conseils avisés et dont voici leurs conclusions. Ils ont élaboré le stressomètre entrepreneurial. Au moyen d'un algorithme, les 30 stresseurs ont pu être regroupés en 4 classes principales, puis en sous-classes pour la plupart. Chaque classe ou sous-classe a alors été baptisée en fonction de la proximité sémantique des stresseurs contenus que nous commentons ici. Premièrement, la pérennité en péril, 7 stresseurs. Cette classe regroupe les 7 stresseurs les moins fréquents, lesquels se répartissent en 2 sous-classes, la mauvaise nouvelle, le début de la fin, et un stresseur isolé, le dépôt de bilan. Ce dernier est de loin le stresseur le plus intense émotionnellement. Il faut dire que pour un chef d'entreprise, déposer le bilan signifie non seulement la perte de son emploi et de son capital, mais parfois la ruine de toute une vie, sans compter l'expérience d'une véritable humiliation publique pour quelqu'un habitué à véhiculer une image de leader. Au final, le traumatisme psychologique que peut constituer un dépôt de bilan pointe la nécessité d'un accompagnement par la collectivité d'un dirigeant failli. C'est par exemple l'initiative pionnière qui a été prise par le tribunal de commerce de Saintes. Deuxièmement, l'enfer du devoir entrepreneurial, 4 stresseurs. Cette classe regroupe les stresseurs les plus intenses, dépôt de bilan mis à part. Elle intègre en particulier le stresseur le plus communément vécu chez le dirigeant, la surcharge de travail. Celle-ci, quand elle est permanente, est néfaste à terme pour la santé. Toutefois, ce sont avant tout les dirigeants qui s'imposent cette surcharge à eux-mêmes. Le fait d'avoir ainsi la main mise sur son agenda pourrait-il avoir un effet compensateur ? Cette classe compte également une sous-classe composée d'un trinôme, problème de trésorerie, baisse d'activité, mauvais résultats, que l'on peut résumer à une spirale infernale. Les 3 stresseurs correspondants jouent vraisemblablement de manière cumulative. Troisièmement, la résignation patronale intériorisée, 4 stresseurs. Cette classe correspond aux 4 stresseurs les moins intenses et qui partagent une probabilité d'occurrence moyenne. Notons que le stresseur de manque de reconnaissance sociale, pourtant largement évoqué dans les milieux patronaux, est celui ressenti comme le moins intense. Les chefs d'entreprise se résigneraient-ils ainsi à la mauvaise image du patron ? Si ce point mérite d'être investigué, il a déjà été montré que la reconnaissance sociale ne figurait pas parmi les principales motivations de ceux souhaitant créer une entreprise. Quatrièmement, le poids des pressions managériales, 15 stresseurs. Cette classe recense 15 stresseurs qui illustrent la diversité opérationnelle de la gestion d'une PME. Ces stresseurs sont regroupés en 4 sous-classes représentant la pression des diverses parties prenantes de l'entreprise. La clientèle et les concurrents, pression du marché. Les salariés, pression du personnel. Les autorités, pression de l'environnement, sans oublier les pressions de nature financière.
Cette diversité de stresseurs témoigne du caractère polyvalent de l'activité du chef d'entreprise, confronté à des pressions relevant de fonctions diverses. Cet ensemble de stresseurs constitue en quelque sorte le prix à payer pour la forte latitude stratégique dont jouissent par ailleurs ceux qui sont à leur compte. Notons qu'un stresseur apparaît un peu orphelin dans cette imposante classe. Les problèmes de santé du dirigeant. Bien que situés dans le ventre mou de cette typologie de 30 stresseurs, ils méritent néanmoins de faire l'objet de forte attention car la santé d'une PME est étroitement liée à celle de son dirigeant. Et plus la taille de l'entreprise est petite, plus ce lien est fort. Tous ces facteurs présents dans l'environnement professionnel du dirigeant vont totalement altérer son équilibre épigénétique et favoriser l'apparition de dysfonctionnements organiques où la maladie pourra spontanément faire des ravages, parfois irréparables. Olivier Torres ajoute ainsi: il faut donc sensibiliser le chef d'entreprise à sa santé, permettant ainsi de le sensibiliser lui-même à la santé de ses salariés. Un chef d'entreprise qui s'occupe de sa santé devrait également s'occuper de la santé et du bien-être de ses collaborateurs, permettant ainsi de déclencher un cercle vertueux utile à tous, y compris dans l'entreprise. Les chefs d'entreprise sont confrontés le plus souvent qu'on ne pense à la théorie des 3D, dépression, dépôt de bilan, divorce, et même parfois un 4e D pour décès. L'impact au niveau de la santé est représenté par l'accroissement très important du nombre de radicaux libres avec les effets délétères que nous avons précédemment indiqués. Donc, incapacité de gestion du stress, plus alimentation avec toxines, plus absence de sport, plus pas d'épanouissement individuel, plus environnement délétère, égale production permanente et intense de radicaux libres, égale stress oxydatif égale inflammation, plus apparition de maladies. Sachant qu'il existe un indice prédictif d'espérance de vie, nous mesurons l'obésité abdominale comme telle. Lorsque chez l'homme c'est supérieur à 102 cm, chez la femme à 88 cm. Bon, je suis certain que vous ne pensiez pas participer ce soir à un tel voyage apocalyptique. Désolé. Mais comme disait si bien Fénélon dans Télémaque, le vrai courage ne se laisse jamais abattre. En tant que dirigeant d'entreprise, ce n'est pas le courage qui nous manque. Alors, en piste, mes amis, sus à l'envahisseur. Vous imaginez bien que je n'allais pas vous laisser dans une si misérable posture de déliquescence annoncée. L'épigénétique nous enseigne une vérité essentielle. Il existe des solutions. Ces solutions correspondent aux antioxydants. Les antioxydants sont les sauveurs de notre santé. Ils protègent nos cellules et en particulier notre ADN de l'impact agressif des radicaux libres. En effet, ce sont eux qui vont leur donner l'électron manquant pour que chaque radical libre devienne une molécule stable qui sera ensuite éliminée par les processus physiologiques de notre corps. L'antioxydant, auquel il manque un électron, a l'avantage de ne pas se transformer en radical libre. Il devient inactif, la réaction en chaîne est donc stoppée. La propagation des radicaux libres dans l'organisme diminue notablement et les lésions sont ainsi limitées. Le corps possède certains systèmes naturels de défense anti-radicaux libres. Ce sont les enzymes spécifiques, les superoxydes dismutases, les glutathions peroxydases et les catalases. Une personne en bonne santé en produit suffisamment pour tenter de limiter les réactions d'oxydation. Mais seul un apport alimentaire suffisant en oligoéléments, micronutriments, vitamines et minéraux adéquats permettra la synthèse de ces antioxydants enzymatiques en quantité suffisante. Dans le cadre de la santé augmentée que je développe sans relâche, il est absolument fondamental d'y ajouter un concept supplémentaire que l'on pourrait résumer comme tel. Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux. En d'autres termes, d'organiser l'optimisation du zéro déchet. Plus je diminue les polluants, mieux je me porte. Cette stratégie repose sur deux axes. Le premier concerne la lutte contre les envahisseurs permanents au sujet des facteurs environnementaux délétères reconnus par l'épigénétique et plus particulièrement tous ceux identifiés par le stressomètre entrepreneurial. Le second repose sur l'augmentation des facteurs environnementaux bénéfiques à l'organisme, ce qui aboutit de fait à la diminution naturelle des taux de pollution représentés par l'accumulation des sources supplémentaires d'apport de radicaux libres. Là encore, les travaux de Thomas Lechat et d'Olivier Torres au sein de l'Observatoire à Maroc nous sont d'une grande utilité. Ils ont établi le satisfactomètre entrepreneurial directement en lien avec les facteurs d'amélioration de la santé du dirigeant. Au moyen d'un algorithme, les 28 satisfacteurs ont pu être regroupés en 4 classes principales. Le leadership transformateur, le nouveau destin,
la satisfaction des moyens, la satisfaction des résultats, puis en sous-classe pour la plupart. Si on s'intéresse aux valeurs les plus élevées en matière de fréquence et d'intensité, plusieurs satisfacteurs méritent une attention particulière. La satisfaction de la clientèle est à la fois le satisfacteur le plus fréquent et le plus intense. Le client est roi et les entrepreneurs ont grand plaisir à le servir. Il faut reconnaître que pour des travailleurs sans supérieur hiérarchique, la satisfaction de la clientèle est le meilleur indicateur d'un travail bien fait. Le bon climat social et la bonne implication du personnel sont également de puissants satisfacteurs. Ceci illustre qu'une ambiance sereine et constructive est, dans les PME où les relations de proximité sont la règle, toujours une grande source de satisfaction. Enfin, le fait de prendre des vacances est, pour le dirigeant, un élément crucial de son bien-être. Si les dirigeants prennent significativement moins de congés que le reste de la population active, cette rareté rend l'événement plus profitable en termes de satisfaction. Dans le même registre des satisfacteurs intenses, mais cette fois-ci moins fréquents, on trouve la bonne entente entre associés, élément crucial en PME, et la formation ou le coaching du dirigeant. Là aussi, nous savons que les dirigeants se forment moins que les salariés. Nous ne pouvons que les inciter à se libérer du temps pour le faire au vu des bénéfices pour leurs compétences et pour leur morale. Par ailleurs, on peut observer que les satisfacteurs synonymes de croissance, déménagement et agrandissement des locaux, génèrent également un fort niveau de satisfaction. Enfin, la création d'une entreprise est une source importante de bien-être. Cela incite en effet l'individu à se projeter dans l'avenir, à faire preuve d'optimisme et d'endurance, à maîtriser davantage son destin. Rebondir après un échec est le meilleur moyen de retrouver rapidement une confiance en soi et une finalité porteuse de sens. À l'opposé, la catégorie réponse positive de l'administration est le satisfacteur le moins intense. Ce résultat laisse à penser que les chefs d'entreprise n'ont pas d'attente forte vis-à-vis des pouvoirs publics. De manière plus surprenante, le triptyque des satisfacteurs nommés les bons chiffres, rentrée de liquidité, hausse de l'activité commerciale, bonne prospection, sont des satisfacteurs relativement moins intenses, ce qui sous-entend que les récompenses les plus appréciées des dirigeants ne sont pas forcément d'ordre pécunier. Notre cartographie des satisfacteurs des dirigeants montre qu'une grande partie des satisfacteurs les plus intenses sont d'ordre relationnel. Bon climat social, satisfaction de la clientèle, bonne implication du personnel, bonne entente entre associés. Ils se classent devant les satisfacteurs d'ordre financier. Bon résultat annuel, rentrée de liquidité, hausse de l'activité commerciale. Les récompenses d'une carrière entrepreneuriale qui sont les plus appréciées sont immatérielles, l'argent apparaissant comme une condition nécessaire, mais pas suffisante. D'autres facteurs environnementaux vont améliorer l'équilibre épigénétique du dirigeant en diminuant la sécrétion des hormones du stress, adrénaline, noradrénaline et surtout cortisol, et en parallèle en augmentant les hormones du bien-être, endorphines, dopamine, sérotonine et ocytocine. Les endorphines sont sécrétées préférentiellement lors de l'effort physique ou de l'épanouissement au sein d'une passion, ce que j'appelle l'extase artistique. Celles et ceux qui l'ont déjà vécu me comprendront. Pour toutes les autres personnes, cultivez votre passion, ça va changer votre vie. Outre ces effets à court terme, sensation de plaisir, antidouleur, les endorphines limitent les effets néfastes d'un niveau de stress trop prolongé. La dopamine est sécrétée lors de situations évaluées comme agréables par notre cerveau. Elle génère ainsi un sentiment de plaisir. Ce plaisir alors ressenti devient un formidable encouragement à l'action pour atteindre nos objectifs. La dopamine nous donne alors envie de faire, d'expérimenter et de relever des défis. La sérotonine est produite lorsque nous nous sentons reconnus à notre juste valeur, lorsque l'estime de soi est bonne. Elle nous fait nous sentir sereins et optimistes. Lorsque son taux diminue dans les synapses au niveau des neurones, elle est à l'origine des syndromes dépressifs. L'ocytocine est produite lors de relations sociales positives. Elle crée alors en nous un sentiment d'intimité et de confiance qui facilite en retour les interactions sociales et les comportements de type altruiste ou coopératif. Devenez les jardiniers de votre Éden intérieur en cultivant ces sources de bien-être, à travers la prévention de la santé, bien évidemment, liée dans le monde de l'entreprise à la gestion des facteurs de stress, mais aussi et surtout à travers la promotion de la santé, qui consiste à cultiver les sources de salutogénèse que nous venons d'identifier. L'épigénétique y a une part primordiale associée à la salutogénèse entrepreneuriale détaillée par l'Observatoire Amarok.
En résumé, voici en images les ingrédients indispensables à votre santé augmentée et à votre épanouissement holistique. Méditation et sommeil réparateur. Alimentation saine, sans pesticides ni engrais chimiques et avec le moins de protéines animales possible. Du sport suffisamment. Gérer les conflits et augmenter le bonheur au travail. Détoxifier et dépolluer l'espace de travail. Sachant que les radicaux libres attaquent en permanence toutes les cellules de notre corps, avez-vous pensé aux conséquences liées à l'attaque des gonades? Vous savez, les gonades recueillent les cellules sexuelles. Donc symboliquement, les gonades du dirigeant représentent les valeurs référentes et transmissibles d'une génération de collaborateurs à l'autre. Avez-vous réfléchi à votre responsabilité pour les générations futures qui ne manqueront pas d'intégrer votre entreprise au fil du temps? Il est judicieux de considérer qu'il est temps de faire croître l'harmonie épigénétique au sein de votre entreprise. Votre entreprise, vos valeurs, votre bébé. Maintenant que vous savez que la lutte contre ces aliens de radicaux libres est permanente, Que décidez-vous? décidez-vous de temporiser et d'attendre les catastrophes prévisibles? Ou décidez-vous d'agir ici et maintenant? À vous de jouer. En conclusion, l'épigénétique nous apprend spécifiquement, à nous, dirigeants d'entreprise, à quel point le triptyque, un esprit sain, un corps sain et un sens de vie éclairé est essentiel à notre santé augmentée. Pour un bien-être individuel de prime abord, sachant qu'ensuite cette énergie de bonheur devient la plus belle source d'épanouissement, à diffuser au sein de notre espace de vie personnel et professionnel. Pour rendre cette démarche la plus contagieuse possible, pour créer chacun autour de soi les prémices d'un monde meilleur. Merci d'être là, parmi nous, pour contribuer ensemble à l'amplification de ces petits pas essentiels et indispensables à la réussite d'une œuvre commune irrésistible. La suite, c'est sur AlphaZur. Merci de votre attention. AlphaZur. La connaissance crée la richesse.